coup, de 2019 à 2024, on a 5 ans pour livrer de la nouvelle politique publique, pour mettre en œuvre ce programme héritage, pour d'une année sur l'autre, expérimenter, dupliquer l'année d'après, enlever ce qui n'a pas marché, accélérer ce qui a bien marché. Quelle autre politique publique permet au bord du terrain, tous les dimanches, d'avoir le cadre, le président d'une grande boîte, le cadre, l'ouvrier, le chômeur, qui viennent regarder leurs gamins jouer au foot le dimanche. Aucune autre politique publique qui ne permet ça. Les filles avaient besoin qu'on leur donne leur chance, elles avaient besoin qu'il y ait un encadrement. Et en fait, toutes disaient « j'y serais pas allée toute seule ». Mais là, ensemble, on y va. Et puis, elles y retournent. Donc voilà, ça, c'est une super politique structurante parce que maintenant, on a 38 clubs qui font dans 50 terrains dans l'espace public chaque semaine. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast animé par David Basse qui donne la parole à des agents publics pour transmettre leur ambition pour la chose publique. Été des Jeux Olympiques et Paralympiques, Ambition Publique se devait de croiser action publique et jeux. Après avoir eu l'épisode avec Manon Jeunesse, athlète en préparation pour les Jeux, c'est au tour de l'administration, avec Boris Vassot, responsable héritage à la ville de Paris, de nous parler de son rôle pour les Jeux. Dans le premier épisode, on est revenu sur le parcours de Boris et la phase de candidature de la ville pour obtenir les Jeux. Dans ce second épisode, on évoque son action au sein de la ville au service de l'héritage des Jeux et nous donne quelques précieux conseils. Cette mini-série a spécialement été conçue avec le soutien de la CASDEN, la Banque des agents de la fonction publique, et plus précisément avec le Labo Innovation. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast et à le partager à 2 personnes autour de vous. Cela m'aide pour continuer à produire des nouveaux épisodes. Bonne écoute. Alors Boris, parti maintenant sur les Jeux, sur tes missions de responsable héritage et mobilisation, même d'abord tes missions de chef de projet héritage. Que veut dire ce mot héritage ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai essayé de le décrire depuis 2019 auprès de mes amis, auprès des parties prenantes. Qu'est-ce que c'est l'héritage ? C'est l'ambition de se dire que les Jeux doivent avoir un impact le plus positif possible pour les habitants. Et donc se dire, on va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 et à Paris. Et du coup, pour les habitants, dès 2024, il va y avoir un avant et un après les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est ça l'héritage, c'est se dire, on a accueilli les Jeux et donc voilà le changement pour les Parisiennes et les Parisiens qui durera de 2024 et après. Par contre, la notion d'héritage des Jeux de 2024 est différente par rapport à toutes les autres Olympiades, puisqu'on a voulu, en plus de l'héritage matériel évident, créer l'Adidas Arena, une piscine en Seine-Saint-Denis, un village olympique en Seine-Saint-Denis. On a souhaité dans la candidature olympique, avoir un héritage immatériel. Parce que la mer s'est impliquée dans les Jeux pour qu'il soit utile, c'est ça l'héritage, pour qu'il soit sobre, pour qu'il soit écologique et qu'il soit populaire. Et l'utilité des Jeux, c'est d'avoir un héritage immatériel. C'est quoi l'héritage immatériel ? C'est considérer que le plus grand événement du monde peut accélérer nos politiques publiques. On ne va pas réinventer la politique publique municipale. Les agents de l'administration parisienne font partie des agents les plus compétents en France. Ils sont là depuis longtemps. On a quand même un très, très haut niveau administratif. Par contre, chacune des politiques publiques peut se servir des leviers pour aller dans des directions où elle n'avait pas l'argent ou pas la stimulation pour aller, pour grossir une partie de ce qu'elle faisait grâce à l'argent des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc voilà, c'était ça le pari, de dire le levier des Jeux va nous permettre d'accélérer les politiques publiques parisiennes. Et donc, pour que ce ne soit pas juste de la communication et dire « oh là là, ça accélère », mais qu'il y ait des vrais gens qui soient bénéficiaires des Jeux Olympiques et Paralympiques, on a décidé en 2019 toutes les parties prenantes ont décidé en 2019 d'écrire, de faire connaître auprès des habitants leur programme héritage, que ce soit le CNOSF, le Comité national olympique du sport français, le mouvement sportif, le mouvement parasportif, le CPSF, Comité paralympique du sport français, que ce soit la Seine-Saint-Denis, département et collectivités comme Saint-Denis ou Saint-Ouen, que ce soit l'État, que ce soit la région Île-de-France et que ce soit la ville de Paris. On a créé le programme héritage Transformation Olympique, dévoilé en juin 2019, donc 4 mois après mon arrivée. La première tâche et l'unique tâche des 4 premiers mois, c'est qu'on arrive à rédiger ce programme héritage
parce qu'à partir de juillet 2019, on n'avait plus le droit de le communiquer puisqu'on rentrait dans la réserve électorale à moins d'un an des élections municipales. Donc on n'avait que 4 mois pour que la maire annonce le programme Héritage des Jeux. Et ensuite, une fois que c'est annoncé, les 20 mesures structurantes de transformation olympique, on n'a pas décidé de faire comme l'État 170 mesures, on ne fait que 20 mesures et on dit comment parvenir à ces mesures-là, Paris plus durable, Paris plus juste, Paris plus citoyen, Paris plus belle. Et on a, du coup, de 2019 à 2024, on a 5 ans pour livrer de la nouvelle politique publique, pour mettre en œuvre ce programme Héritage, pour d'une année sur l'autre, expérimenter, dupliquer l'année d'après, enlever ce qui n'a pas marché, accélérer ce qui a bien marché, et du coup grossir la politique publique créée entre 2019 et 2024. Et ensuite, après 2024, garder les financements pour conserver ce qui doit rester au quotidien, les actions, par exemple, toutes les semaines de paris sportifs, de sport senior en plein air, pour la pratique des femmes, pour la pratique des seniors. Et peut-être, après les Jeux, si Pierre Abadon ou l'exécutif municipal le voudront bien, soit investir d'autres champs qu'on n'aurait pas fait dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques parce qu'on n'avait pas le temps ou que ce n'était pas une orientation, soit grossir les champs qu'on a déjà bien créés, qui marchent bien et faire en sorte qu'ils marchent encore mieux. C'est ça l'héritage, c'est de se dire on va commencer le travail 5 ans avant les Jeux, pour comme ça que les Parisiens, au moment des Jeux, se disent ils ont déjà fait tout ça, et en plus, on aura eu le temps d'expérimenter ce qui marche pas, on aura eu le temps de grossir, on aura eu le temps de dupliquer, on aura eu le temps d'évaluer l'impact de ces politiques publiques pour faire mieux l'année d'après, et on pourra laisser du coup des politiques publiques pas nouvelles, mais des nouveaux dispositifs héritage qui ont accéléré les politiques publiques existantes. À noter que Pierre Abadon est l'élu au sport de la ville de Paris, et donc tu as abordé à la fois la question des acteurs, les différents acteurs qui ont participé à cette logique héritage. Et il y a aussi Paris 2024 qui en faisait partie. Mais peut-être déjà pour nous donner l'eau à la bouche sur cette politique héritage et ces 5 ans d'accomplissement en termes de politique publique, 2 exemples que tu as pu mettre en œuvre sur ce programme héritage. Éducation par le sport. Pour moi, c'est le plus bel héritage des Jeux. C'est-à-dire se dire que chaque année, les gamins en décrochage scolaire ou en difficulté scolaire au collège, on va l'éducation nationale, soit l'Académie de Paris, soit l'école ou le collège, vont identifier les enfants qui ont des difficultés de comportement ou des difficultés scolaires. Et le mouvement sportif vont s'associer pour chaque semaine faire une activité sportive et une activité éducative de confiance en soi, d'aide aux devoirs. L'activité éducative dépend de chaque collège. Et on va se dire que tous les gamins qui sont en décrochage scolaire ou en difficulté scolaire, on va leur proposer un programme d'éducation par le sport pour que de septembre à juin, on mette le paquet et qu'à la fin de l'année, on espère qu'ils auront une meilleure scolarité, qu'ils auront en tout cas pas décrochés et qui donc pourront bénéficier de l'éducation des professeurs et de l'école et ne pas subir leur vie parce qu'ils n'auront pas eu le diplôme et parce qu'ils auront décroché de l'école. Ça, quel plus bel héritage on pourra avoir des Jeux, de se dire que grâce aux Jeux, il y a 1000 gamins, c'est à peu près 1000 gamins chaque année, il y a 28 clubs qui font des projets d'éducation par le sport, donc 1000 enfants qui sont en difficulté scolaire, grâce aux Jeux, chaque année, on va leur mettre le paquet avec de l'éducation et avec du sport pour qu'ils aillent mieux à la fin de l'année. Ça, c'est peut-être le plus beau projet. Un deuxième projet qui est symbolique et qui a marché, ce qui veut dire qu'on accélère les politiques publiques, mais aussi on répond à des besoins naissants, c'est la place des femmes dans le sport. On voit avec MeToo, au moment où on rédige par Transformation Olympique en 2019, la vague MeToo n'existe pas. Mais heureusement, MeToo ne sort pas de nulle part et on savait qu'il y a des problèmes d'inégalité entre les femmes et les hommes, globalement dans la société, mais aussi dans le sport. Donc on savait que dans le programme Héritage, il fallait avoir une mesure structurante, non pas symbolique, mais structurante sur la place des femmes dans le sport. Ça aurait pu être qu'il y ait plus de créneaux pour le sport féminin, pour développer le sport féminin à Paris. Tu travailles à la direction jeunesse et sport. Il n'y a pas de créneau. Si, il n'y a pas de créneau nouveau. Et franchement, dès que vous avez un créneau nouveau, vous le donnez à des équipes féminines. En gros, vous faites tout ce que vous pouvez côté des JS pour déjà favoriser le sport féminin. Donc, on aurait pu mettre cette mesure-là. Mais est-ce qu'on aurait changé la vie des créneaux féminins ?
Bah non, parce que vous n'aviez pas les leviers pour vraiment la changer et vous faites déjà au quotidien très bien. Donc on aurait amélioré la situation parce qu'on peut toujours améliorer. On peut supprimer des clubs de certains pour en aller plus, mais ça aurait été pas un vrai avant-après. Je te Ça aurait été rappelle du que travail de l'héritage, dentelle. c'est un avant-après structurant. Et là, on s'est dit, bon, on va aller sur l'espace public. Alors là, l'espace public est totalement inégalitaire. Pour des questions de violence, c'est les femmes qui se font agresser, qui ont peur dans les transports en commun, etc. Mais aussi sur nos terrains de sport, nos terrains en accès libre, nos playgrounds, nos terrains, nos city-stades. Ben, on a des études qui nous prouvent que c'est 85 à 90% de garçons qui les occupent. Et donc, ben, on a pris le pari avec Simon Germont, qui était l'ancien monsieur Jeux Olympiques à la direction jeunesse et sport. On s'est dit, ben, on va financer des clubs pour faire du sport pour les femmes sur ces équipements en accès libre. Au début, on voulait que ce soit un club sportif avec une association locale parce que ces terrains en accès libre, il y a une vie sur ces terrains et le but, c'est pas de dire bon les mecs, vous virez le terrain, c'est les femmes maintenant qui prennent leur place, c'est de faire quelque chose d'intelligent pour que ce soit durable. Si on crée du conflit entre les garçons et les filles, on sait qu'à un moment donné, ce seraient les garçons qui sont toujours plus forts. Donc ça sert à rien de se faire plaisir et d'avoir condamné les garçons si un an après, les femmes n'ont pas leur place sur ces terrains-là. Donc l'association locale, elle pouvait justement faire en sorte de dire c'est plutôt ce moment-là, là nous on saura leur parler. Donc c'était vraiment se dire voilà, on va vous payer. On va réserver ces créneaux pour qu'il n'y ait que des filles et des femmes dans l'espace public. C'était en 2021, la première promotion. Et on a eu la chance que ça arrive en plein Covid. Et du coup, les clubs sportifs n'avaient plus accès aux équipements sportifs. Donc, pour certains, cette nouvelle offre Paris Sportive de financer des clubs pour faire du sport féminin dans les terrains de sport en accès libre, là elles n'ont pas la place, bah, c'était aussi un moyen pour eux d'aller vers l'espace public, là où pour le coup ils pouvaient faire du sport, ils n'avaient plus le droit d'aller au gymnase, donc ils pouvaient y aller dans l'espace public. Donc, en fait ça a cartonné dès la première année, c'était vraiment la surprise, on ne savait pas si ça allait marcher, on ne savait pas si les garçons laissaient la place, on ne savait pas si les clubs avaient les capacités d'encadrer dans l'espace public, on ne savait pas si ça allait plaire aux filles, si ça allait plaire aux femmes, et en fait ça a cartonné. Ça veut dire que, j'ai fait mal aux oreilles, je suis désolé, mais ça a cartonné, ça veut dire que les filles avaient besoin qu'on leur donne leur chance, elles avaient besoin qu'il y ait un encadrement. Et en fait, toutes disaient, je ne serais pas allée toute seule. Mais là, ensemble, on y va. Et puis, elles y retournent. Donc voilà, ça, c'est une super politique structurante parce que maintenant, on a 38 clubs qui font dans 50 terrains dans l'espace public. Chaque semaine, c'est une politique publique maintenant qui est menée, un dispositif public qui est mené 100% par la direction jeunesse et sport. Donc voilà, ça, je suis certain qu'en héritage, ça va marcher parce qu'il y a un besoin des femmes, les clubs sont contents de le faire et la direction qui le porte voit que ça a un intérêt. Donc ça, c'est deux exemples structurants. Les jeux qui vont aider chaque année 1000 gamins en difficulté scolaire et les jeux qui vont permettre à 3500 femmes chaque année d'avoir accès à l'espace public là où elles n'avaient pas. Et du coup, ça montre quoi ? Ça montre que 1, le sport est un levier pour la réussite éducative et que 2, le sport est aussi un levier pour l'égalité femmes-hommes. Et d'un point de vue très concret, politique publique, comment on fait pour mobiliser ces clubs ? La technique utilisée, ça a été l'appel à projet, l'appel à manifestation. C'est un petit détail, un petit peu techno peut-être, mais c'est intéressant de se dire comment on peut mobiliser, alors qu'on a un territoire qui est quand même assez grand, voilà, 105 km² de superficie, Paris, énormément d'usagers, peu de créneaux, peu de place. Voilà, comment vous avez juste structuré ça ? Tu as raison qu'il y a peu de créneaux disponibles parce que tous les gymnases sont full et sont occupés par des clubs sportifs. En fait, je vais répondre après à ta question parce qu'on a un programme héritage transformation olympique. On doit permettre aux femmes d'être dans l'espace public. Soit Boris Vassot dit voilà comment on va faire, soit, ce qui a été le cas de là, j'ai dit voilà l'orientation et maintenant la direction jeunesse et sport, comment vous voyez les choses ? C'est-à-dire c'est la direction jeunesse et sport, même si j'ai travaillé pour l'adjoint au sport, donc je connaissais quand même la politique publique sportive municipale. Cependant, les acteurs administratifs, c'est la direction jeunesse et sport. Donc j'ai souhaité, sur tous les projets héritage, avant tout dire l'objectif, ça c'est moi qui l'ai fixé avec les élus, enfin, c'est les élus qui nous l'ont fixé. Maintenant, comment on le met en œuvre ensemble ? Voilà, moi je vais vous trouver de l'argent. Donc c'est ça, ce qui était important, c'est que j'avais la capacité, j'ai obtenu de l'argent de la direction des finances, mais Paris 2024 a créé un fonds de dotation héritage au sein de son comité d'organisation pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc j'ai pu dire à ma direction des finances, si je ramène 1 euro de Paris 2024, donne-moi 1 euro. Donc j'avais 2 euros pour mes projets héritage. Donc j'arrive avec de l'argent. C'est intéressant, je te coupe juste parce que tu parles de la direction jeunesse et sport, mais il n'y avait pas que cette direction-là. Quand tu fais éducation par le sport, tu le fais aussi avec la direction des affaires scolaires. La ville de Paris, c'est 24 directions. Donc vraiment, la délégation JO, une des 24 directions, travaillait en fait en collaboration avec
toutes les directions. Donc c'est aussi un gros travail de coordination, de transversalité que la DGJOP a appris de plus en plus jusqu'à l'approche des Jeux. On est rattaché au secrétariat général pour justement pouvoir faire ce travail de transversalité avec les directions. Et c'est une des plus belles fiertés, c'est d'avoir fait travailler la DJS avec la direction des affaires scolaires et l'Académie de Paris pour éducation par le sport, et aussi la DDCT qui est en charge des quartiers populaires sur Paris Sportif. La direction démocratie, citoyenneté et territoire, c'est ça ? Voilà. Et au sein de cette direction démocratie, citoyenneté et territoire, on a aussi une partie, ceux qui gèrent aussi l'égalité femmes-hommes au service d'égalité et de l'inclusion et de l'insertion. Donc, et Paris Sportif, c'est la DDCT, la DJS et le service égalité et inclusion. Donc, chacun des projets héritage, des dispositifs héritage, c'est au moins 2 à 3 directions ensemble. Donc, moi, j'ai pris un grand plaisir, alors que on dit toujours que la ville de Paris, la plupart des instances, des collectivités locales et des collectivités publiques aussi, souvent ça travaille en tuyau d'orgue. Il y a les sports d'un côté, la santé d'un autre côté, l'éducation, la culture, ça ne travaille jamais ensemble. Là, les Jeux ont permis ce momentum où pendant 4-5 ans, parce que je ramenais de l'argent et on avait une obligation de résultat avec l'héritage, on a fait travailler les directions ensemble sur un projet commun. Et alors là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début, c'est jamais simple, surtout qu'il y a certaines directions qui sont pas les plus à même de travailler avec d'autres directions. Je n'en citerai pas d'avis de direction, évidemment, mais... Donc au début, il y a des changements de comportement à accompagner avec les directions. Par contre, au final, c'est extraordinaire parce que quand on associe les compétences du sport avec de la culture, et ça veut dire c'est pas 1 + 1 = 2, c'est 1 + 1 = 3. Donc ça, c'est un des plus grands bonheurs. Mais j'espère que tous ces liens entre les directions et que ces projets les obligent à travailler encore ensemble. Mais j'espère que ça se fera naturellement parce qu'ils ont aimé travailler ensemble, ils ont vu qu'ils pouvaient associer leurs compétences pour encore mieux servir le public parisien. Et donc souvent, c'est de l'appel à projet. Voilà, on a fait un appel à projet parce que déjà, on allait dans l'inconnu, David, ça n'existait pas. On n'avait vraiment aucun référentiel. Il n'y avait aucun club de sport ou d'association qui faisait du sport féminin dans l'espace public. Alors, il devait y en avoir, mais on ne les connaissait pas. En tout cas, on n'avait aucun modèle. Donc là, on est obligé vraiment de faire un appel à projet. Donc ce qui est intéressant dans l'appel à projet, c'est qu'on en voit plein d'appels à projet. Ce levier-là n'est pas nouveau dans les politiques publiques. Par contre, moi, j'en ai fait plusieurs avec la DJS et les autres directions. Ce qui est le plus important, c'est le cahier des charges. Donc là, on avait imposé que ce soit un club de sport avec une association locale, que ce soit des nouvelles pratiquantes. Le but n'était pas de faire du sport dans l'espace public avec des femmes existantes, parce qu'on devait avoir quelque chose de nouveau, donc il fallait que ce soit un nouveau public. Donc on a toujours extrêmement veillé au cahier des charges pour que ce soit des nouveaux pratiquants ou pratiquantes, que ce soit un croisement de politiques publiques et des nouvelles associations. On n'allait pas financer un projet existant, c'était des nouveaux projets. Donc, quand on fait un bon cahier des charges, en face, on est sûr d'avoir quand même des réponses, une politique publique qui sera nouvelle, créatrice, innovatrice, etc. Deuxièmement, le cahier des charges ne suffit pas. C'est comment on le fait connaître et comment on donne envie aux clubs d'y aller. Parce que c'est pas parce qu'on va juste donner de l'argent que les clubs vont dire on y va. Ils font du travail, c'est des bénévoles. Il faut qu'ils y trouvent un intérêt, il faut les convaincre. J'ai passé mon temps à convaincre les directions d'y aller, mais aussi convaincre les clubs de déposer leurs projets. Et donc, on a fait un appel à projet, on a communiqué localement auprès des mairies d'arrondissement, on a communiqué localement auprès des directions, on a organisé des webinaires, parce que pour expliquer l'appel à projet, pour répondre aux questions. Voilà, moi, mon job, ça a été de veiller à avoir un cahier des charges de qualité très exigeant et s'assurer que tout le monde soit au courant. Après, on a analysé les réponses et une fois qu'on s'est donné les moyens que tout le monde soit au courant, que ça aille dans la bonne direction, d'avoir convaincu un maximum de monde. Bon, après, on passe une mauvaise nuit la veille de la deadline des dossiers déposés par les assos. J'en ai passé plusieurs, mais à chaque fois, j'avais mon Simon Germont ou mes autres référents dans les directions qui ont dit « C'est bon Boris, on a eu 50 dossiers déposés, je les ai un peu regardés, ils ont l'air plutôt de qualité. » Donc en fait, on n'a jamais eu de problème de candidats, mais on s'est toujours mis la rate au courbouillon avec les collègues dans les directions pour qu'on s'assure qu'il y a des gens qui répondent et qu'il y ait les moyens de répondre. Et voilà, donc ça, je pense, c'est vraiment une condition de réussite d'un nouveau projet et des politiques publiques en général. Un travail collaboratif avec une analyse des dossiers de beaucoup de candidatures,
Tu parlais d'argent, tu disais que tu ramenais l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est structuré? Qui finance les Jeux Olympiques? Il n'y a pas que la ville de Paris. L'effet de levier sans doute aussi de l'accueil des Jeux Olympiques. Raconte-nous un petit peu Alors, ces canaux de financement. on s'est dit que dans la candidature olympique, la maire y était allée parce qu'elle voulait que les Jeux soient utiles. Elle voulait qu'il y ait un héritage immatériel. On a créé des programmes d'héritage, toutes les parties prenantes, en 2019. Bon, c'est bien de donner une ambition, c'est bien de donner les objectifs, mais il faut se donner aussi les moyens financiers de l'ambition. Donc dès le départ, on a obligé le comité d'organisation, dans les statuts, à avoir un fonds de dotation de 50 millions d'euros au sein de son comité d'organisation. Donc ça, c'était écrit noir sur blanc. Donc ils n'avaient pas le choix, Paris 2024. Et ça, c'était vraiment dû à Jean-François Martin, qui avait une petite expérience politique et savait qu'il fallait que ce soit écrit, il fallait qu'il y ait un chiffre, il fallait obliger Paris 2024 à s'impliquer. C'est la première fois qu'un comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques ont un fonds de dotation. Donc une fois qu'ils avaient le fonds de dotation, la ligne budgétaire de 50 millions, accepté par tout le monde, enfin obligé par l'État, la ville de Paris, etc., après il fallait le dépenser. Et donc c'est là où a commencé le piège de Jean-François Martin dans l'intérêt des politiques publiques parisiennes et de toutes les autres politiques publiques, c'est que si on doit le dépenser, il faut dire comment on le dépense. Et donc, en fait, ce qui est assez intéressant, là, ce n'était pas écrit, c'est que Paris 2024 a créé une direction Impact Héritage et donc s'est organisé et a piloté, en fait, la manière dont on allait dépenser cet argent-là et s'est vraiment impliqué. Et du coup, Paris 2024 a été le lieu de construction de l'héritage entre toutes les parties prenantes. C'était grâce à eux qu'ils nous réunissaient et c'est ensemble qu'on s'est dit comment on allait le dépenser. Et donc, on a fixé des règles collectives. Alors, comme c'est l'argent était à Paris 2024, c'est eux qui ont décidé quand il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais les règles ont quand même été fixées collectivement. On a considéré que ce fonds de dotation était un effet levier, c'est-à-dire que quand on mettait 1 euro du fonds de dotation, il fallait qu'en face, celui qui avait de l'argent du fonds de dotation mettait aussi 1 euro. Donc on va dire, ça veut dire que 50 millions d'euros valaient quasiment 100 millions d'euros à chaque fois. Que ce fonds de dotation pouvait aussi être nourri par des partenaires. La Française des Jeux a mis en place des actions pour l'égalité femmes-hommes. D'autres partenaires pouvaient s'impliquer dans ce fonds de dotation. Et ensuite, on a porté ces règles-là, évaluer l'impact des politiques publiques. En gros, on faisait un projet, mais il fallait l'évaluer derrière. Donc, moi, j'ai fait 8 études d'impact, alors que la ville de Paris n'est pas... on ne fait pas toujours des études d'impact des politiques publiques qu'on fait. Là, on en a fait 8 et c'était une contrainte, mais une contrainte tellement positive pour bien faire les choses, parce que derrière... on avait des préconisations, donc on expérimentait une année et on a pris, grâce à l'étude d'impact, on a pu mieux faire la 2e année et la 3e année. Donc c'était vraiment, déjà on a valorisé ce qu'on a fait avec des chiffres, avec un avant-après pour les gens pour qui on a travaillé, puis après surtout on a fait mieux les autres années suivantes. Évaluation des politiques publiques, que le sport devait croiser une autre politique publique, la santé, la culture, l'éducation, comme on en parlait tout à l'heure. Troisièmement, que ça devait se faire entre plusieurs parties prenantes. Une collectivité avec les clubs, c'est-à-dire le mouvement sportif, la ville de Paris avec une autre collectivité comme la Seine-Saint-Denis. Et que le projet devait avoir dès le départ une ambition de duplication. Donc en gros, on allait créer un projet et il fallait d'une année sur l'autre soit le faire grossir en nombre de bénéficiaires, soit le faire grossir en périmètre d'intervention sur le territoire. Donc voilà, ces règles ont été imposées et à partir de 2021, j'ai pu, avec les directions, déposer des projets de cofinancement auprès du fonds de dotation. Et on peut, la ville de Paris, l'administration parisienne peut être extrêmement fière, parce qu'on est de très loin l'administration qui avons déposé le plus de projets au fonds de dotation, et 100% de nos projets ont été validés pour 100% de la somme demandée. Alors ça, on est le CNOSF, l'État français, la Seine-Saint-Denis, ils sont très 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 loin de ces chiffres. On a fait juste un 100% tous ensemble. C'est-à-dire que moi, on travaillait avec les directions pour déposer le projet et à chaque fois, on a convaincu le comité de sélection du fonds de dotation de nous soutenir à chaque fois et du coup, de financer à 100% ce qu'on demandait. J'avais besoin de tout, dire, au-delà qu'on soit fiers ensemble, parce que on parle des référents des jeux dans les directions, il y en a plein de directions, on a une 50aine de personnes qui ont travaillé à mes côtés pour faire tout ça. Donc on est fiers du résultat, mais surtout on en avait besoin parce que la direction des finances, elle me donnait mon argent si et seulement si en fin d'année je lui montrais que je récupérais 50% de recettes. Et comme chaque année on réussissait nos objectifs, l'année suivante on avait l'argent et la direction jeunesse et sport était contente
de pouvoir avoir l'argent pour mener ces projets-là. Avant de comprendre les clés de ce succès de cette organisation, l'argent du fonds de dotation, ce n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent qui vient des partenaires premium, etc. Exactement. Paris Donc, 2024, c'est 98% d'argent privé. Je crois que les 2%, c'est une subvention de la ville et de l'État pour les Jeux paralympiques. Donc 98% de l'argent privé. Et il faut, pour que tes auditeurs comprennent, c'est assez simple. C'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers d'argent qui vient du CIO, du Comité international olympique. Un tiers de l'argent qui vient des partenaires privés, des partenaires de Paris 2024 ou des partenaires monde, et un tiers qui vient des ressources de la billetterie. C'est pour ça que malheureusement, certains billets sont très chers. Il y a beaucoup de billets pas chers, mais il y a aussi beaucoup de billets chers parce que c'est un tiers du budget de Paris 2024 de 3,3 milliards. Parce que 3,3 milliards, c'est pour créer le stade qu'on voit actuellement sur le Champ de Mars, Trocadéro, financer aussi évidemment les agents de Paris 2024, préparer la restauration. Voilà, c'est pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et pour la première fois, on mettait 50 millions, on est obligé d'avoir une ligne de 50 millions d'euros pour le fonds de dotation pour construire l'héritage des Jeux à Paris, mais aussi en Seine-Saint-Denis, en Île-de-France et plus globalement en France. et alors comment, pour arriver justement à ces fameux 100%, ces nombreux dossiers déposés, quelle a été l'ambition au niveau de la délégation générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques de se structurer pour être capable de déposer autant de dossiers? C'est-à-dire, toi, Boris Vassaux, quand tu arrives en 2019, la délégation, elle a combien d'agents? Raconte-nous un petit peu ce fonctionnement. Nous, la délégation, alors, je ne sais plus combien on était, mais on devait être entre 20 et 30 à peu près. De 2019 à 2021, on était une trentaine. Il y avait 4 types de fonctionnaires, 4 types d'agents. On avait des ingénieurs, parce que c'est eux qui ont créé l'Adidas Arena, qui ont travaillé sur les dossiers pour rendre la scène propre, tout ce qui était travaux. Donc on avait besoin d'avoir des ingénieurs dans notre délégation, soit pour directement prendre en charge des travaux, soit pour suivre avec les directions des travaux. Ensuite, on avait des compétences qu'on n'a pas à la ville, qui sont des compétences événementielles, parce que les Jeux, c'est juste 2 fois 2 semaines d'événements. Plein de trucs à côté, mais c'est en gros 2 fois 2 semaines d'événements. On en reparlera, mais il y a des zones de festivité. Donc ça, c'est la partie événementielle de la délégation générale aux Jeux qui va, en gros, pendant 2 mois l'été, prendre une place pour faire une festivité, animer cet espace de festivité, avoir une programmation, avoir la sécurité et puis avoir l'esthétisme qu'il faut pour les Jeux. Donc ça, c'est des compétences événementielles. Raccordées à l'électricité, raccordées à l'eau, bref, c'est des compétences événementielles. Les troisièmes types de compétences, c'était tout ce qu'on appelle les fonctions support, juridiques, financières et RH. Et enfin, il y avait ce qu'on appelait à l'époque, je crois, le pôle public, où moi, je m'occupais de l'héritage. J'avais un collègue qui était à la communication, un collègue qui était aux relations internationales et un autre qui était aussi dans l'héritage, qui s'occupait de l'Olympiade culturelle et de l'emploi. Donc, on était 4 avec un chef. Et moi, j'avais la rédaction de Transformation Olympique et ensuite la mise en œuvre de Transformation Olympique. Donc, en fait, j'étais tout seul. On avait aussi un autre collègue qui s'occupait de l'accessibilité. Ça aussi, c'est un enjeu fort d'héritage, l'inclusion. Et donc, j'étais tout seul à mettre en œuvre Transformation Olympique. Donc, j'avais un petit peu d'argent de départ. Et ensuite, je suis allé voir la direction jeunesse et sport pour dire comment on fait ensemble éducation par le sport, comment on fait ensemble paris sportif, comment on fait ensemble sport senior en plein air. Moi, j'avais un objectif. J'avais aussi des idées parce que je connaissais un peu le sport. Mais assez rapidement, une des grandes chances qu'on a eues avec la direction jeunesse et sport, c'est d'organiser une gouvernance, en fait. À l'automne 2019, en fait, la direction jeunesse et sport allait être quand même la direction qui allait être la plus impliquée dans l'héritage. Et on s'appelait, on s'envoyait des mails. Enfin, il y avait une organisation où le passage de l'information n'était pas fluide. Les commandes arrivaient peut-être à la dernière minute, on n'anticipait pas assez. Et avec le sous-directeur de la direction jeunesse et sport à l'époque, en décembre, juste avant Noël, je me rappelle, j'ai dit, mais on ne peut plus avancer comme ça, Stéphane, et il faut qu'on trouve un moyen de travailler autrement. Et on s'est dit, allez, on fait une bilatérale une fois par mois. Et c'est là où on se dit, on fera un ordre du jour, et puis c'est là où on se passe un maximum d'informations. C'est là où on se dit les choses qui vont arriver, comme ça, on anticipe un peu. Et c'est là où surtout, ce que Stéphane a insisté, c'est que Boris, il me disait, mais utilise les compétences métiers de la DJS pour comment on met en œuvre les choses. Donc, on prenait le temps de comment on travaille ensemble, quel objectif on se donne, quel calendrier on se donne, comment on anticipe les choses, comment on s'informe. Et cette bilatérale, depuis janvier 2020, c'était la première.
Elle a toujours eu lieu, tous les mois. Bon, des fois, elle bouge d'une date à l'autre, mais elle a toujours eu lieu et ça nous a simplifié la vie. C'est comme ça qu'on a réussi à bien travailler ensemble. J'avais l'obligation de résultat, elle était sur la DGJOP, mais ceux qui faisaient l'héritage, c'était la DJS. Et on s'est servi l'un et l'autre, moins du fait que je ramenais de l'argent et que j'avais une obligation de résultat, vous, la DJS, que ça devait servir la politique publique sportive municipale. Parce qu'on s'organisait et ça s'est arrivé par hasard, on ne m'a pas dit qu'il fallait que je fasse une bilatérale. Sauf que, comme ça a bien marché avec la DJS, depuis, j'ai une trilatérale avec la DASCO et l'Académie de Paris sur les questions éducatives. J'ai 2 bilatérales par mois avec la direction des affaires culturelles sur l'Olympiade culturelle. J'ai une bilatérale tous les 2 mois avec la direction de l'emploi. Enfin, on a organisé la gouvernance de la mise en œuvre de l'héritage. C'est une gouvernance de projet, mais c'est une gouvernance, c'est quelque chose qui a été absolument pas théorique, qui a été empirique, et grâce à cette première bilatérale de la DJS. Ça semble évident pour tous de l'extérieur, se dire il y a les jeux, on va en faire plus pendant les jeux. Mais la réalité des politiques publiques municipales et dans n'importe quelle autre ville, c'est que les agents font déjà beaucoup. Ils ont déjà une grosse charge de travail. Donc comment on demande à des agents, quand bien même, ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques qu'on adore, comment on leur demande de faire plus? On ne peut pas l'imposer. Il faut que ce soit discuté, anticipé, travaillé avec. Donc on est obligé d'avoir ces moments d'anticipation, de gouvernance, d'information. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à bien travailler ensemble. Ou alors on requalifie des missions déjà occupées sous le label Jeux Olympiques, et on s'entoure, bien sûr, on recrute. Donc toi, ton pôle, au début, tu es tout seul. Comment il évolue ce fonctionnement ? Alors, au début, je suis tout seul. Je mets en œuvre Transformation Olympique à partir de l'automne 2019. Et jusqu'à 2021, je suis tout seul. Donc, je suis obligé de m'appuyer sur les directions. À la fois parce que c'est eux qui ont les compétences sportives, éducatives, culturelles, mais aussi à la fois parce que c'est eux qui ont les ressources humaines, tout simplement, parce que je suis tout seul. On grossit beaucoup jusqu'en 2021, budgétairement. Chaque année, j'ai presque doublé mon budget. Et donc là, j'arrive à la limite physique, mentale, où j'exige tout simplement à mes responsables de ne pas être tout seul. Donc au début, on a un stagiaire, Juliette Poma, et assez rapidement, je passe à 3 et je finis à 6. C'est-à-dire que je suis tout seul de 2019 à 2021, j'ai un stagiaire avec moi de 2021 à 2022. En 2022, on est déjà 3 et à partir de 2023, on est 6 pour mettre en œuvre l'héritage. Surtout que on m'a permis d'avoir un stagiaire et de recruter, mais en même temps, on m'a donné des tâches en plus. C'est-à-dire que on m'a pas permis de recruter juste pour faire mieux mon travail que je faisais tout seul alors que j'étais débordé, mais on m'a donné en plus l'éducation qui était gérée par quelqu'un d'autre, en plus de l'Olympiade culturelle qui était gérée par quelqu'un d'autre, en plus l'emploi qui était géré par quelqu'un d'autre, et une nouvelle tâche qui n'était pas du tout... Enfin, il n'y avait aucune orientation et aucune manière de faire qui s'appelait la mobilisation. Et la mobilisation, c'est quoi? C'est juste la billetterie sociale sportive de nos grands événements sportifs jusqu'aux Jeux, et c'est la billetterie sociale des Jeux, et c'est les invitations à la cérémonie d'ouverture. Donc ça, on m'a dit, tu vas t'occuper de ça pour que tous les publics prioritaires parisiens participent à l'événement. Tu vas donner 30 000 billets gratuits au public prioritaire parisien, tu vas inviter 35 000 personnes à la cérémonie d'ouverture et tu vas faire en sorte que les zones de festivité, tout le monde y ait accès, qu'on soit en quartier populaire, qu'on soit une personne âgée, qu'on soit un jeune de l'aide sociale en France. Voilà, donc ça c'était début 2022, donc j'ai eu des ressources RH en plus, mais j'ai eu des missions en plus pour grossir l'héritage et mon travail. Comment on tient quand, là, de ce que tu nous racontes, j'ose à peine demander à combien d'heures tu tournais par semaine quand tu étais tout seul et aujourd'hui encore. Tu vas être obligé de nous le dire, forcément. Je finis à 1h. Hier, j'ai envoyé mon cahier des charges, parce que je m'occupais du bilan des Jeux, le cahier des charges pour faire appel à la prestataire, j'ai envoyé à 1h36. Tu vois. Donc, D'accord. Bon, attention aux auditeurs, il ne faut pas écouter, il ne faut pas envoyer de mail à 1h36, ou en tout cas, il faut déconnecter. Non, mais vraiment, en charge de travail, comment on tient quand on se dit, dans 7 ans, en 2017, il y a un événement, c'est le premier événement suivi au monde avec le Tour de France et la Coupe du Monde de foot, mais là, on parle d'organiser plus de 30 championnats du monde en simultané. Comment on met son cerveau pour gérer le temps qui arrive? Alors, je vais faire une réponse pour le coup très personnelle. Effectivement, c'est pas un modèle. C'est que c'est dû à mes qualités et mes défauts.
comme je t'ai expliqué avant, c'est pas par hasard si je fais de la politique et si je suis arrivé dans les politiques publiques, c'est quelque chose qui me passionne. C'est-à-dire améliorer la vie des gens, être utile aux gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir les bons parents, la bonne éducation, le bon niveau financier, qui ne sont pas tombés dans la bonne école, dans le bon quartier. Voilà, leur donner une deuxième chance dans leur vie, les rendre heureux, les rendre tout simplement autonomes, libres, émancipés. Ça, c'est quelque chose qui me rend extrêmement fier, qui me passionne et qui m'anime au quotidien. Voilà, très clairement. Donc j'ai cette graine-là, et là, on me demande de créer de la politique publique, justement, d'avoir les moyens financiers de leur donner une deuxième chance. Donc je suis sur mon terreau de reconnaissance personnelle et de passion professionnelle. Et ensuite, comment on tient? On ne tient pas tout seul, on ne tient jamais tout seul, jamais. Ça n'existe pas à ce niveau d'investissement. Pour dire les choses, c'est assez drôle. J'étais au cabinet de l'adjoint au sport, donc je n'étais pas spécialement bien aimé de la direction des sports, par exemple, parce que je donnais beaucoup d'ordres, j'étais derrière eux tout le temps. Et du coup, quand on est dans l'administration, c'est différent, ça devient des collègues. C'est plus, fait plus passer une orientation, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble. Et donc, c'est créer un collectif de collègues avec qui on va leur donner envie de réussir à la direction jeunesse et sport. Donc ça demande du temps, hein, de discussion, de confiance. Donc déjà, tu as des gens à qui tu dis, moi j'ai créé que des nouveaux projets en politique publique, et souvent on me disait, mais ça va pas marcher, on va pas y arriver. Et à la fin, on y arrivait. Et à la fin, on voyait que si on avait fait quelque chose de nouveau. Et donc à la fin, on se dit, tiens, ça m'a changé, il m'a sorti de ma zone de confort, mais on a fait des belles choses. Donc c'est que ça en fait, c'est d'avoir donné confiance à des agents, à la direction jeunesse et sport, dans les autres directions, d'y aller et de monter des projets ensemble. Donc j'ai réussi à convaincre des gens. J'aurais donné de l'argent aussi, parce que les politiques publiques ne font pas sans argent, et nos directions n'ont pas tant d'argent que ça. Donc j'ai apporté une manière de la motivation personnelle, du sens, de l'implication RH, mais aussi de l'argent. Et voilà. Comment on tient? Parce qu'en face, on a réussi à avoir une confiance mutuelle entre ces agents qui vont mettre en œuvre cette politique et toi qui la supervise, en gros. Donc, plus ils réussissent, plus ça te rend fier, et plus tu te dis ça a eu du sens, j'ai bien fait. Mais en vrai, David, c'est l'exigence de résultats que je et que je nous donnais. C'est-à-dire que à chaque fois, quand on réussit, quand je te dis que j'étais fier de réussir 100% de cofinancement, mais du coup, ça me permettait de tenir aussi. C'est le cercle vertueux. C'est-à-dire, comme on a tout réussi, du coup, ça veut dire que ça a validé le fait de prendre du temps. Ça a validé le fait de s'impliquer. Ça a validé le fait d'avoir des cernes le lendemain matin, parce que, on a eu l'argent, on a créé les projets, ça a du sens sur le terrain. Et le plus important du plus important, de pourquoi j'ai pu tenir, au-delà du fait de créer des nouveaux dispositifs, d'avoir des agents dans les directions qui me faisaient confiance et qui avaient envie de le faire malgré leur travail, parce qu'ils ont déjà beaucoup de travail, c'est les gens pour qui on le fait. Il y a à peu près 50 000 bénéficiaires chaque année de l'héritage. Malheureusement, je suis souvent dans les bureaux. Là, cette année, je vais être plus porte-parole héritage, donc je les vois. J'ai organisé, début avril, la plus belle journée de ces 6 dernières années sur l'héritage. C'est le CEO, Comité international olympique, avec qui on travaille pour leur dire il faut continuer à avoir un fonds de notation pérennisé après les Jeux, pour continuer à avoir un levier financier pour la DGS et les politiques publiques municipales pour être financées en héritage. On essaie de les convaincre et ils nous disent montrez-moi ce que vous avez créé en héritage. Donc j'ai eu une journée où, avec les membres du CIO, Marie Salois et Tania Braga, on est allé voir 8 dispositifs héritage. On a commencé par éducation par le sport, ensuite on a vu le talent 2024, ensuite on a fait aussi Paris Sport Santé, on a fait le réseau des clubs par accueillants, on a fait Paris Sportive, on a refait talent 2024, on a fait l'Olympiade culturelle. On a eu 8 dispositifs. Et cette journée, on a vu, autant j'étais content aussi que les agents des collectivités s'impliquent pour monter ça. Et là, on a vu les acteurs associatifs qui mettaient en œuvre notre héritage et leurs bénéficiaires. Et là, c'était une journée extraordinaire, parce que après, c'était 8 acteurs extraordinaires. Donc, on avait pris le haut du panier. On finance 474 associations. L'héritage, c'est 474 associations par an. 50 000 bénéficiaires, près de 6 millions d'euros pour des nouveaux projets. 474 nouveaux projets associatifs. Dans les 474, ils ne sont pas tous extraordinaires, honnêtement. Mais là, les 8 qu'on avait vus, on a eu de la chance ce jour-là, il y en a eu 8 extraordinaires. Et derrière, on avait que des gens dont la vie a changé,
dont la vie a changé grâce au jeu. Bon, bah là, ça te fait tenir longtemps, hein. Tu peux te dire, bon, voilà, à quoi tu sers dans la vie? Tu sers à ces gens-là. C'était des petites gamines à Marcel Samba, Porte des Poissonniers, qui n'avaient jamais accès à un équipement sportif, à un terrain qui était 100% de mecs et qui maintenant avaient leur place dans l'espace public et plus que pour les mecs. C'était des gamins des quartiers populaires qui faisaient de la photo argentique grâce à Analog Sport et qui peut-être vont être accrédités pour les Jeux Olympiques et Paralympiques parce qu'ils vont avoir un nouveau regard sur la photo journalistique. C'était des gamins du quartier de Belleville accompagnés par un club de sport avec des fortes valeurs éducatives, le club de la GIA dans le 20e, où on avait les 2 directrices d'école qui étaient là en plus, 2 directrices, hein, en plus du club pour dire mais ça a changé la vie des gamins parce que le judo, les valeurs du judo, et puis on discute entre le club et nous ce qu'on fait au niveau de l'école. D'ailleurs on veut que ça ne sera pas que pour le CM1, CM2, mais que quand ils continuent en 6e au collège Besson dans le 20e arrondissement, bah, qu'ils continuent aussi ce travail avec le club de judo. Et que d'ailleurs, c'est pas que sur temps scolaire, mais il faut que le périscolaire de la DASCO y soit. Donc là, on a un projet éducatif de territoire, un projet éducatif sportif de territoire. Enfin, et là, tu te dis, mais tout ça, c'est que 8 assos. Après, c'était vraiment 8 extraordinaires assos. Des migrants, Kaboubou n'existait pas. Kaboubou, maintenant, c'est l'organisme qui fait autant de sport pour les migrants et les former à avoir un métier et de l'insertion professionnelle en France. Toutes ces associations n'existaient pas avant ces projets associatifs n'existaient pas avant les Jeux Olympiques et Paralympiques et avant l'héritage. Et là, quand on va les voir sur le terrain, quand on voit ces gens-là, tu te dis, bon, bah oui, là, tu tiens, quoi. Tu te poses même plus la question. T'es tellement fier de toi que t'as été utile et puis ça a changé la vie des gens. C'est super. Alors ta réponse, elle me convient forcément, le sens, le succès, la fierté. Mais on parle quand même de cette année de ta vie. Cette conciliation, vie pro, vie perso, quand on se nourrit en tout cas au projet et qu'on envoie des mails à 1h36, comment tu gères ça? Bah déjà, je suis vieux, donc j'ai 47 ans, donc j'ai une petite expérience, c'est ce qui me permet, ce qui me facilite de le gérer. J'aurais pas pu le faire à 27 ans. J'aurais eu l'enthousiasme, l'énergie, j'aurais été moins fatigué que maintenant, mais j'aurais pas eu l'expérience justement pour arriver à concilier vie privée, vie perso. Après, je sais moi où sont mes priorités. C'est mon enfant, c'est ma femme, c'est mes amis. Donc j'ai vraiment, mais ça c'est vraiment très personnel, hein. Je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, mais j'ai vraiment étanchéisé mes zones de travail et des moments privés et ne pas déroger à ça. Donc c'est vrai que malheureusement le soir je fais plusieurs nocturnes dans la semaine, mais par exemple le vendredi, tous les vendredis je vais chercher mon fils à 16h30 pour l'amener à l'escalade. Bon, je travaille à l'escalade, mais par contre à 16h30 je vais le chercher tous les vendredis, je n'y déroge pas. Le week-end je ne travaille pas, les vacances scolaires je ne travaille pas. Voilà, donc j'ai réussi à tenir pendant 7 ans avec un accord aussi de ma femme, bien évidemment, et de mes amis qui me voyaient un petit peu moins. Mais j'ai réussi à tenir et à pas y déroger à ce qui est le temps du travail et ce qui est le temps privé. Et deuxièmement, donc évidemment, ce qui me fait tenir, c'est surtout les réussites. Mais par ailleurs, et ce qui est le plus important dans les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est qu'il y a une date butoir. J'aurais jamais pu travailler autant 7 ans si je savais pas quand ça s'arrêtait. Là, je suis sûr que ça s'arrête en septembre 2024. Donc, il faut tenir. Il y a une date de fin. Bon, il faut se ménager, faut faire du sport. Je ne ferai pas de sport, je n'arriverai pas à tenir, hein, c'est certain. Voilà, quand je cours, je sais que quand je cours le matin, par exemple, l'après-midi, toutes les complications que je peux avoir, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, tout ne se passe pas comme j'aurais bien aimé que ça se passe, donc il faut rectifier plein de problématiques, il faut réussir à convaincre, il faut s'excuser quand on a fait des bêtises, quand on a mal dit les choses, quand on est trop énervé. Et le sport sert beaucoup à ça, parce que quand on court le matin, eh ben, l'après-midi, tout peut nous arriver, on prend tout avec détachement, avec intelligence, avec recul. Voilà, et je sais quand j'ai des semaines où pour X raisons je ne peux pas courir, bah, c'est des semaines où je vais être plus facilement dans le conflit, où je vais dire des choses que je considère justes mais qui vont avoir des conséquences négatives parce que je vais les dire, alors que quand je suis bien, je les tourne autrement, j'ai plus de délicatesse. Donc voilà, le sport, avant c'était un bonheur, maintenant c'est vraiment un besoin pour tenir. Ouais, si je courais pas chaque semaine, franchement, j'aurais pas pu tenir pendant 7 ans. Mais le plus important, c'est qu'il y a une fin. Donc on se dit, bon. Et alors, après cette fin, qu'est-ce qui se passe?
Bien sûr, on souhaite et on fera tout pour que le programme héritage persiste, avec ou sans financement, mais en tout cas avec la mobilisation des acteurs. Mais le Boris Vasso qui a géré ça, qui a piloté avec transversalité les projets, qu'est-ce qu'il fera? Alors, il y a le Boris Verso perso et le Boris Vasso pro. Le Boris Vasso pro, on s'en fout. Parce que si j'ai bien fait mon travail, mais vraiment on s'en fout, hein. Si j'ai bien fait mon travail, ben, j'ai des David Bass et j'ai tous les gens dans les directions qui vont continuer, voire faire mieux, c'est ce que je souhaite. Tout ce qu'on a fait ensemble, normalement en 7 ans, ils sont en capacité de piloter de façon autonome ces projets et les rendre encore meilleurs. Et je me suis assuré aussi quand même que vous ayez vos financements après, parce que c'est bien sympa de vous donner le bébé, mais si c'est pas financé, ça servira à rien. Donc voilà, le Boris Vasso Pro, à la limite, on s'en fout. Ce qui m'importe, c'est que maintenant, il y ait tous les gens dans les directions qui ont considéré que ça a marché et qui sont convaincus d'y aller et qu'il y ait les acteurs actifs pour le faire, pour le mettre en œuvre et l'argent. Et ensuite, le Boris Vasso perso, je t'avoue que moi, je suis passionné des politiques publiques. Quel que soit le travail que je ferai, il faudra qu'il y ait un sens pour les gens. Je pense que ça peut aussi se faire dans le privé, mais non, j'ai des pistes en interne de la ville de Paris, évidemment. Ça va être la solution la plus évidente, parce que je ne suis pas du tout fatigué des politiques publiques municipales. J'ai très peur des élections de 2026, évidemment, mais au contraire, je suis très fier des politiques publiques municipales qui sont menées. C'est pas simple, hein, mais on a un magnifique levier pour améliorer la vie des gens. On a tellement de compétences à la ville de Paris que je serais très fier de continuer. Mais pour être honnête, j'ai aussi envie d'un challenge. Donc soit je continue, mais j'aimerais bien peut-être sur une autre thématique, l'éducation, qui utilisera toujours du sport, hein, l'insertion, la culture. Ça, c'est un choix ou un autre challenge à l'extérieur parce qu'on n'a qu'une vie. J'ai 47 ans, j'ai encore de l'énergie. Je suis pas sûr que j'aurai autant d'énergie dans 10 ans. Vu mon parcours, il est quand même animé que par des rencontres et de la curiosité, donc je l'ai encore. La facilité, ça serait de continuer dans les petits publics à Paris ou à la DJS, mais j'ai envie de me reposer déjà, ça c'est sûr, à l'automne. Mais après, j'ai envie d'un... Enfin, je ne marche que par challenge. Tant que ça a du sens, quand ça a du sens, j'ai pas très peur du défi quand ça a du sens. Voilà, donc je suis plutôt envie d'un challenge, d'avoir une nouvelle page dans ma carrière professionnelle pour découvrir encore des choses, pour me remettre à zéro. Je connaissais rien en social en 2010, je connaissais rien en sport en 2014, je connaissais rien dans des politiques publiques trans direction avant 2019, interdirection pardon. Voilà, donc je pense que j'ai encore envie de découvrir un truc, de repartir à zéro. Puis l'expérience de ces dernières années, je pense qu'elle m'aidera de toute façon pour apprendre une thématique et en devenir peut-être pas compétent, mais en tout cas avoir suffisamment de connaissances pour la mettre pour avancer avec des enjeux pour les gens dans cette politique. Voilà. Mais en gros, rien n'est écrit. Ça va se jouer à l'automne. J'ai mis quand même, j'en ai parlé à quelques personnes, hein, à la ville de Paris, bien évidemment. J'ai fait en sorte, j'ai l'impression que je suis même sûr que mes deux chefs de FES me soutiendront, m'aideront si j'ai besoin d'elles. Les élus aussi, avec qui ça se passe bien. Donc voilà, je sais que j'aurai du soutien, mais bon, faut que je trouve les bonnes pistes, que j'y travaille, et puis surtout que les gens veulent de moi, quoi, et puis qu'ils aient un poste à m'offrir, hein, parce qu'il n'y a pas des postes partout. On Mais verra donc bien. on peut t'appeler alors. Il Ah bah oui, y a oui. ta vignette Open to Work sur LinkedIn, quoi, limite, d'une Je, certaine manière. je la mettrai peut-être pas, mais je suis vraiment open to work, quoi. D'accord, ok. Avant de clôturer cette partie sur donc vraiment les Jeux Olympiques et toi, comment tu y as contribué au travers de cet héritage, peut-être aussi évoquer comment vont se dérouler les Jeux Olympiques avec en simultané aussi de l'héritage, de l'accès dans les quartiers prioritaires de la ville, de l'animation sportive. Ça ne va pas être que des championnats du monde olympique, etc., avec des billets. Il y aura de l'animation, des festivités. Quand tu me demandais comment je tiens, une de mes grandes fiertés cet été, j'en parlais ce matin avec Paris 2024 et le CIO, une de mes grandes fiertés, c'est aussi ce qu'on va faire cet été à Paris et le lien qu'on le fait avec l'héritage, qui n'était pas gagné d'avance il y a 6 mois. Parce que les politiques publiques de l'héritage, c'est pas des politiques publiques événementielles. Donc comment on va s'organiser, nous, à Paris, pour à la fois faire que l'été 2024 soit une grande zone de festivité pour les Parisiennes et les Parisiens et pour les visiteurs,
et comment on le lie avec l'héritage. Donc à Paris cet été, on aura dans chaque arrondissement une zone de festivités gratuites avec de la retransmission évidemment des jeux, mais aussi de la pratique sportive et de la pratique culturelle. L'hôtel devant le parvis de l'hôtel de ville, ce sera la grande zone phare. Il y a des sites totémiques, Académie du climat, QJ. On va faire le relais de la flamme, on va organiser la cérémonie d'ouverture sur les Kéos. On va inviter mon équipe va inviter 35 000 personnes à la cérémonie d'ouverture, des quartiers populaires, des familles notamment à QF faible. On va inviter 30 000 billetteries sociales. Et ensuite, on a cette programmation des festivités. Et là où je suis très fier, c'est qu'on retrouve de l'héritage au cœur de 3 des grands moments cet été. Les festivités, on se rend compte que quasiment plus de la moitié ou 2/3 de la programmation sportive et culturelle, les festivités sont ouvertes tous les jours. C'est des grandes zones de 10h à 20h, minuit. Et la période des festivités du 24 C'est du 28 juillet au 9 septembre. C'est ça. Il y a certains arrondissements où ça ferme entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paras, mais pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paras, c'est ouvert tous les jours, jusqu'à des horaires qui peuvent aller jusqu'à minuit. C'est gratuit, bien entendu. C'est un moment où on peut profiter des Jeux, pratiquer, faire découvrir à son gamin, à sa grand-mère. C'est pour tous les publics. Et la programmation, c'est quasiment la moitié ou 2/3 des lauréats héritage. Donc en gros, ils ont créé des nouveaux dispositifs. Ils ont mis en œuvre l'héritage. Ils ont fait ces 50 000 bénéficiaires par an. Et en plus, c'est eux qui auront en charge l'encadrement sportif ou l'encadrement culturel pendant tout l'été à Paris. Enfin, en grande partie, ce sera eux. Donc ça, je suis très fier. Ensuite, Paris, et comme dans tous les Jeux olympiques et paralympiques, accueille beaucoup de délégations étrangères. Mes collègues, sans me le dire, mais je travaille beaucoup avec eux maintenant, mes collègues en relations internationales ont créé 2 postes et dont leur intitulé c'est Parcours Héritage. Donc ils vont faire que ça cet été, organiser des parcours à Paris thématiques sur l'héritage pour montrer aux délégations internationales voilà ce qu'a fait Paris pour rendre la Seine baignable, voilà ce qu'a fait Paris sur sa politique sportive en destination des femmes, à destination des seniors, à destination des personnes en situation de handicap, voilà comment la culture a utilisé le sport comme un moyen d'émancipation culturelle dans les quartiers populaires, voilà comment on a réalisé des playgrounds artistiques, comment on a mis des œuvres dans les équipements sportifs. Donc 2 de mes collègues vont organiser pour toutes les délégations étrangères des parcours héritage. Donc évidemment, je les accompagnerai pour essayer de faire la traduction anglaise, en anglais, d'expliquer pourquoi on a fait tout ça. Ça va être marrant. Ça, ce sera drôle à voir. Il y aura une partie clown, du coup, je pense, dans ces parcours héritage. Et 3e thématique qui va être très connotée héritage, c'est la programmation du PMC. C'est le Paris Media Center. Au Carreau du Temple, c'est le centre des médias non accrédités. Pendant les Jeux, on a les médias qui sont accrédités sur les sites olympiques et paralympiques. En gros, ils vont parler des épreuves. Et puis, on a tous les autres médias qui ne sont pas accrédités par Paris 2024 et qui donc veulent parler, évidemment, de la ville qui accueille les Jeux, du off des Jeux, de ce qui se passe autour. Donc, on va les accueillir au Carreau du Temple. Et là, on a une programmation. On aura des personnes de la direction jeunesse et sport, de toutes les directions de la ville, des lauréats héritage qui vont dire ce qu'ils ont fait dans le cadre des Jeux. Toute la programmation ne sera pas du tout sur l'héritage. On va aussi valoriser les politiques publiques classiques de la ville, mais il y aura toujours un effet jeu. Et donc, je suis content d'avoir j'aurais beaucoup suggéré, bien sûr, mais c'est assez naturellement que l'organisation du Paris Media Center, assez naturellement que l'organisation des festivités et assez naturellement que mes collègues sur les relations internationales ont utilisé le levier de l'héritage au cœur même de leur programme. Donc cet été, je serai assez fier que la ville, à sa manière, montrera et valorisera ce qui a été créé dans le cadre des Jeux, dans le cadre de l'héritage, et les acteurs qu'ils font, les assos, mais aussi les directions qu'ils mettent en œuvre. C'est très important pour moi et franchement, je suis assez fier que ce soit fait parce que ce n'était pas gagné. Donc des jeux qui répondront bien sûr aux attentes et à ce que aussi la maire a souhaité sur le fait qu'ils soient accessibles et au service bien sûr des Parisiens. On a évoqué 2 projets assez importants pour toi, l'éducation pour le sport, Paris Sportive. Est-ce que tu as d'autres exemples de projets d'ampleur que tu as mis en place avec le programme Héritage pour peut-être qu'on se rende compte aussi encore plus de la porosité entre certains champs de politique publique et le sport? Complètement. Puis on va montrer comment les Jeux vont aussi dans le quotidien des habitants avec les maisons sport santé. C'est quoi les maisons sport santé? C'était un vœu pieux de la ville de Paris
depuis 2014. Je m'en suis occupé quand j'étais au cabinet de Jean-François Martin, sans réussir à le mettre en œuvre. C'était de se dire une politique qui marche très bien à Strasbourg et dans quelques autres régions, comment on pourrait la mettre à Paris? Ça s'appelle le sport sur ordonnance. Je ne sais pas si tu connais David, c'est le fait que maintenant les médecins ont le droit de prescrire des séances de sport à leurs patients plutôt que des médicaments. En gros, faites du sport pour vous prévenir des maladies plutôt que des médicaments. Je caricature. Sauf que cette politique, le droit, l'État nous a autorisé à le faire à Paris, mais entre 2014 et 2019, on avait deux mondes parallèles, le monde des médecins et de la médecine libérale et le monde du sport, mais impossible de se parler parce que quand on a 10 médecins autour d'une table, les 10 ont raison, mais pas sur la même chose. On a 10 positions différentes et voilà, le croisement des médecins vers quel type de sport, les sports, comment on accueille les patients, c'était un enfer sans nom. Donc à quoi ça a servi les jeux? Eh ben, ça a servi à se dire, bon, maintenant on arrête de se regarder en chien de faïence, on va travailler ensemble, on va mettre de l'argent sur la table et on va s'organiser par territoire. Et donc on a créé 2 maisons sport santé, il va y en avoir 4 l'année prochaine et encore d'autres après. Concrètement, c'est quoi les maisons sport santé? Ben, c'est de dire, plutôt que de faire en tout Paris, on va prendre un arrondissement, le 19e arrondissement, on va former les médecins pour leur dire, voilà ce que la direction jeunesse et sport propose comme offre de créneaux pour des personnes à part, enfin c'est avec des créneaux à part, c'est activité physique adaptée, c'est-à-dire pour des personnes avec des problématiques physiques ou d'âge ou des problèmes de santé. Donc ils savent faire du sport pour des gens qui ont des problèmes de santé. Donc la ville en régie a proposé ces créneaux-là. En face, il y a des clubs qui pouvaient aussi accueillir des patients. Et donc maintenant, voilà, les médecins, vous savez que on a une offre pour vos patients. De l'autre côté, on a formé les clubs à accueillir des nouveaux patients et on a créé ces maisons sport santé qui étaient l'intermédiaire entre le médecin et le club ou la direction jeunesse et sport. Donc ça cartonne à Curial, en quartier populaire. On a une file de 900 patients qui, grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques, grâce à la direction jeunesse et sport et la direction de la santé publique, ben maintenant, ils font du sport alors que c'était franchement des publics, mais pour certains qui n'avaient jamais fait de sport depuis 30 ans, qu'on n'avait jamais fait du tout. Enfin, l'impact sur leur santé va être monstrueux. Ça ne leur empêchera pas malheureusement d'avoir des maladies, mais c'est en prévention, on sait que c'est la politique publique la plus efficace, et même financièrement, parce que moins les gens sont malades et moins ça coûte à la sécurité sociale. Ça, c'est Curial. La maison Sport Santé Lefebvre, dans le 15e, a été inaugurée il y a quelques semaines, la semaine du 15 mai, et il y en aura 2 autres. Voilà, ça rentre dans le quotidien des gens. On va avoir notre grand-père, notre grande-tante qui va arriver à la maison, qui va dire « Ah bah tiens, on m'a pas prescrit des médicaments, on m'a prescrit des séances de sport. » Ça, c'est grâce aux jeux. Sans les jeux, ça ne serait, je peux te le dire, parce que je l'ai vu, j'ai été aux prémices pour essayer de le faire sans l'impact de la tâche, ça n'aurait jamais été créé à Paris. Donc ça, on peut être extrêmement fier. Un deuxième exemple, parce que là, on a parlé beaucoup de sport, c'est peut-être sur l'emploi. On savait que les Jeux permettaient d'avoir 150 000 emplois sur le métier de l'événementiel, de l'hôtellerie, de la restauration, bâtiments, travaux publics. Eh ben, nous, la ville de Paris, on a utilisé ces 150 000 offres d'emploi pour remettre à niveau, ou en tout cas redonner de l'espoir à ceux qui sont très éloignés de l'emploi, en les formant, c'est Paris tous en jeu, à ces emplois-là. Donc on a financé 400 à 500 000 euros chaque année pour former les gens, pour être compétents, pour avoir ces emplois dans ces secteurs en tension des jeux. Et par ailleurs, on a organisé aussi on a 4-5 dispositifs pour permettre à ceux qui sont éloignés de l'emploi d'avoir un emploi grâce au jeu. Et on a permis aussi un truc qui a très bien marché. C'est pas nous qui avons l'idée pour le coup Paris, on l'a juste mis en œuvre parce que ça marchait ailleurs, dans les Hauts-de-France notamment. C'est le job dating vers l'emploi. C'est en gros, on met les employeurs et les personnes en recherche d'emploi sur un terrain de sport. Voilà. Et on ne dit pas qui est qui, et ils apprennent à se connaître par leur aisance ou pas sportive, par leur manière de faire une passe ou de mal la recevoir, ou de s'excuser, ou d'organiser les choses. Voilà. On parle de compétences humaines et ensuite, boum, on
enlève les masques et on voit qui est recruteur, qui doit être recruté. Et du coup, il y a une autre manière de discuter. C'est faire confiance aux soft skills qu'on appelle, c'est-à-dire les compétences humaines des gens qui peuvent être des belles compétences dans le milieu professionnel, mais qui ne sont pas marquées sur un CV. Donc voilà, on a mis en place plusieurs dispositifs comme ça qui marchent très très bien. La direction de l'emploi, la direction de l'attractivité et de l'emploi, la DAE, a vraiment été une des directions modèles qui s'est servi des jeux pour permettre toujours à nos Parisiens soit de se former, soit directement de leur trouver un emploi dans le cadre des jeux. Je te rejoins tout à fait. En plus, sur ce modèle-là de job dating, une invitée que j'ai pu avoir dans le podcast, Anne Molsodicor, à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, justement, nous racontait qu'elle avait partagé des séances de rugby avec des futurs recrues. Et aussi, bien sûr, sur la thématique sport-santé. Voilà, je peux que confirmer forcément, puisque c'est quand même la politique que je suis en priorité sur mon poste. Donc, je t'ai laissé bien sûr tout présenter de manière assez précise. Dernière question avant qu'on bascule sur la dernière partie plutôt conseil. Toi qui travailles sur le sport depuis 10 ans, j'aimerais qu'on fasse le lien encore plus précisément avec Ambition Publique et bien sûr donc toute l'action publique, les fonctionnaires, les agents publics. Selon toi, le sport par rapport à la fonction publique, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui manque? On en est à la préhistoire. Ah, d'accord. Alors, c'est une vision totalement subjective, je l'assume complètement. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de faire des études là-dessus, d'interroger les gens. Ce n'est pas objectif, c'est subjectif, mais oui, je suis très, très déçu et j'espère que ce sera un héritage. Là, pour le coup, je ne maîtriserai pas des jeux, c'est que la politique publique sportive soit le parent pauvre des politiques publiques. On l'a vu avec Jean-François Martin en 2014 quand on s'est occupé du sport. Voilà, il y a d'autres politiques publiques prioritaires, ce que je comprends tout à fait. Par contre, je trouve que cette politique publique sportive n'est pas du tout suffisamment mise à l'honneur dans les priorités d'une collectivité locale, d'une région, d'un département ou de l'État. Alors que l'intuition que j'avais quand je suis arrivé au sport en 2014, c'était ça, c'est que on pouvait grâce au sport toucher du plus jeune âge au plus vieil âge, quels que soient les milieux sociaux, quels que soient les genres, etc. Et là, je l'ai constaté depuis 10 ans. Enfin, en gros, on a de l'or en termes de politique publique. Quelle autre politique publique permet au bord du terrain, tous les dimanches, d'avoir le cadre, le président d'une grande boîte, le cadre, l'ouvrier, le chômeur, qui viennent regarder leurs gamins jouer au foot le dimanche? Aucune autre politique publique qui ne permet ça. Donc, quelle chance de pouvoir mettre en mixité ces différents publics. Quelle chance d'avoir des bénévoles, des clubs sportifs. Ça ne tiendrait pas sans les bénévoles. J'ai encore croisé un parent d'élève hier soir qui m'a dit, bah voilà, j'ai emmené mon fils au baseball, au PUC baseball. J'ai plein de choses, j'ai pas le temps de rien, mais maintenant, voilà, je me retrouve à être cadre au sein du PUC parce qu'ils avaient besoin de moi, ça m'a aidé. Et il a apporté ses compétences. Enfin, c'est une richesse pour mieux gérer les habitants de son territoire. C'est une très grande richesse. Sauf que dans les réunions d'arbitrage budgétaire, on évacue le sujet de façon légère, sauf que c'est pas en numéro 1 du tout des programmes électoraux, sauf que c'est pas du tout en numéro 1 non plus des programmes de mise en œuvre de la candidature d'une collectivité. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que les politiques sur ça, ils sont pas... ils se trompent, premièrement. Et par ailleurs, peut-être qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur la formation des agents publics, sur la formation à l'ENA, à l'INET. Je ne suis pas certain que tous les gens de l'ENA, leur rêve, c'est de gérer le ministère des Sports ou la direction des sports d'une collectivité. C'est dommage. Je ne sais pas comment le sport est étudié à Sciences Po, comment le sport est étudié dans nos écoles, mais la politique sportive, je ne pense pas à la pratique sportive, c'est deux choses différentes. La politique sportive, le levier de politique publique, la culture, l'éducation doit être une priorité, la santé doit être une priorité, c'est une totale évidence. La culture est un levier, mais le sport n'est pas un moins bon levier. Pour moi, ils sont tout à fait comparables. D'ailleurs, on fait des trucs super entre le sport et la culture. Mais voilà, donc je suis un petit peu dubitatif de là où on vient. Pour moi, c'est la préhistoire.
Peut-être commence à rentrer un petit peu dans l'histoire grâce au jeu et le but c'est d'arriver assez vite dans la modernité. En tout cas, nos citoyens en ont besoin, nos usagers aussi et j'espère que les dirigeants du coup des collectivités, les dirigeants politiques passeront directement de la préhistoire à la modernité. En tout cas, les habitants n'attendent que ça. Bon, en tout cas, on essaie d'y contribuer aussi, modestement, avec ce podcast, pour ces parties, justement, sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et on va pouvoir parler dans une dernière partie des conseils que tu peux donner à nos auditeurs. Partie 3 maintenant sur les conseils professionnels, conseils sur les concours. Alors bon, effectivement, tu n'as pas passé le concours, mais tu as une expérience politique assez importante et tu pourras nous donner quelques conseils sur cette partie-là de ta vie. Première question que j'aime bien poser, une situation à laquelle tu as dû faire face et tu aurais aimé avoir un conseil en amont pour mieux agir. Alors, c'est une situation et un conseil qui marchera tant pour la politique, indispensable en politique, mais aussi, je me rends compte maintenant dans le travail que je fais sur l'héritage, dans l'administration. Je m'étais fait virer, tout simplement, même si j'aurais dû partir avant. Ce qui m'a mis en fragilité vis-à-vis de la mer, c'est aussi que j'avais pas un réseau. J'arrivais de Paris à Noisy-le-Sec, j'ai milité, j'ai fait la campagne, donc j'avais une légitimité de campagne gigantesque, sauf que, en fait, j'ai pas travaillé le réseau politicien là-bas, c'est-à-dire aller prendre des verres, aller déjeuner avec tous les autres membres de cabinet des autres villes aux côtés, tout ce qui compte de politique. En gros, moi, j'ai été focalisé, parce que j'étais jeune et naïf, sur la mise en œuvre du programme municipal et je ne devais, en gros, pas assurer mes arrières. Et ben ça, l'énorme conseil que je peux te donner, que ce soit surtout en politique, mais aussi en administration, c'est il ne suffit pas juste de mettre en œuvre un projet. Il faut faire en sorte que ce projet soit partagé par les gens avec qui on a travaillé. Donc d'aller discuter, aller boire des verres, aller faire des apéros, aller déjeuner, c'est indispensable quand on veut ne pas rester dans son couloir, mais quand on a un projet qui déborde, quand il y a du sport et de la santé, quand il y a du sport et de la culture, faut juste pas dire voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est bien. Non, il faut convaincre les gens, il faut prendre le temps de discuter avec eux et il faut les amener avec toi dans le travail que tu fais. Donc voilà, j'ai été fragile parce que j'avais pas travaillé ce côté un peu à part, je dirais de la vie politique ou de la vie administrative, mais ce côté un peu à part, c'est ce qui fait les relations entre les êtres humains. Au-delà que ce soit un bon conseil pour te renforcer dans ce que tu fais, d'avoir des gens de confiance avec qui tu vas travailler, c'est aussi indispensable pour mener à bien tes projets. Sinon, tu es tout seul, tu es fragile. Et ça sert à quoi d'avoir raison tout seul ? Ça sert à rien, tu peux te faire virer. Il faut pas avoir raison tout seul, il faut convaincre et il faut associer les gens à tout ça. Et ça ne passe pas que par le travail, ça passe aussi par les à côté. Les à côté sont indispensables. Ça te permet d'avoir des relais et c'est ce que tu as pu faire quand tu étais au cabinet, notamment de Jean-François Martin au sport ? Complètement. Là, j'ai vu que j'avais une grande fragilité à Noisy-le-Sec et donc j'ai fait l'inverse. J'ai appris de mon échec. Et du coup, j'ai mis en œuvre l'inverse. Déjà, quand je suis arrivé à la ville de Paris, déjà naturellement, je suis social, sauf qu'à Noisy, j'avais pas le temps. C'est pas que je voulais pas aller discuter avec les uns et les autres, aller déjeuner. C'est juste que je me consacrais sur mon travail. Et je me suis rendu compte que ça suffisait pas. Et donc, arrivé à la ville de Paris, ma grande force en cabinet a été de discuter avec tous les autres cabinets. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivé sur le social, c'est aller discuter avec ceux qui s'occupent de la jeunesse, mes collègues cabinets. C'est quoi jeunesse et sociale, c'est quoi culture et sociale, c'est quoi sport et social, etc. Donc, j'ai déjà expliqué que j'avais envie de changer la question sociale, mais avec les autres. Et ensuite, quand je suis arrivé sur le sport, j'ai fait exactement la même chose avec les nouveaux membres de cabinet. Donc, le réseau, travailler le réseau, c'est quelque chose que j'ai mis en place directement à la ville de Paris. Et là, même, ça me sert gigantesquement dans l'administration. T'imagines, je m'occupe de l'héritage, je mets en œuvre des nouveaux projets. Déjà, il y a le réseau au sein de l'administration, puis il y a le réseau politique. Je dois le faire valider par les élus. Il se trouve que je connais les cabinets, mais aussi les élus, parce que j'ai travaillé avec eux, et je trouve que je connais pas mal de membres de cabinet et des maires d'arrondissement. Donc pour les arbitrages, pour faire avancer mes sujets, c'est 1000 fois plus facile que quelqu'un d'intelligent, de jeune, avec une tête bien faite que moi, qui ne connaît pas tous ces gens-là.
Donc c'est ça l'expérience, et c'est dur pour les jeunes générations. Je le vois, ils croient c'est les jeunes générations qui sont bien formées, qui ont des bons diplômes, ils croient qu'ils sont meilleurs que toi alors qu'ils ont 28 ans. C'est assez impressionnant. Oui, mais j'ai 20 ans de travail derrière, j'ai 20 ans d'expérience, j'ai 20 ans de réseau, et ça me fait gagner énormément de temps et d'efficacité. Mais ça, je me rends compte que c'est très très dur à comprendre pour les jeunes têtes bien faites avec qui je travaille maintenant. Mais bon, donc soyons modestes. L'expérience d'un vieux briscard de 47 ans, en plus qui a beaucoup travaillé, c'est le plus important. Et le réseau fait beaucoup pour faire avancer les choses. Ce conseil sera bien sûr mis en œuvre par nos auditeurs, à la fois jeunes et moins jeunes, parce que c'est quelque chose qui peut être sous-estimé. Et comme tu le dis, ça peut aussi faire la différence sur le bon diplôme, les bonnes connaissances techniques, mais derrière, si on est ensemble, on va aussi un peu plus vite, un peu plus loin. Mais alors, tu parles de cette nouvelle génération, des personnes qui arrivent, qui travaillent avec toi aussi, peut-être à la délégation générale aux Jeux Olympiques, c'est assez jeune. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes-là sur la vie militante, mais aussi sur la vie professionnelle? Du mal à donner des conseils à la nouvelle génération. Entre nous, ça serait vieux boomer de cette attitude-là. Et c'est pas juste pour dire un bon mot comme il faut, mais je le pense sincèrement. C'est-à-dire que je connais très bien ma génération. Enfin, très bien. Je connais assez bien ma génération. Faut être réaliste que je connais un petit peu moins la génération de 25-30 ans, même si c'est la plupart de mes collègues. Donc j'apprends un peu d'eux, mais c'est eux qui connaissent beaucoup mieux leurs leviers, je dirais leur manière d'avancer dans la vie sociale et professionnelle. Cependant, je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent passer d'une génération à l'autre et qui sont un peu fondamentaux. Moi, je peux me parler que de mon parcours, mais ce qui m'a permis de tenir, parce que certes, il y a évidemment le travail, enfin, il n'y a que ça qui compte. C'est le travail qui te permettra d'être meilleur que les autres et de faire avancer tes projets. Le travail. Cependant, il y a aussi quelque chose qui, moi, m'a permis de tenir, parce que des fois, on travaille, des fois, on peut être en burn-out, des fois, on a des adversités. Ce qui m'a permis de tenir, c'est pourquoi je faisais tout ça. C'est en gros, moi, j'ai ce combat ancré en moi de lutte contre les inégalités. Je viens d'un milieu prolétaire, je l'ai subi quand j'étais adolescent, le fait de ne pas avoir la bonne culture, d'avoir la culture prolétaire et de moins bien parler que les autres, d'avoir moins de connaissances intellectuelles, culturelles que les autres. J'ai trouvé ça profondément violent. Et donc, c'est ancré à moi de dire tu ne dois pas être jugé sur ton physique ou sur ta tête ou sur tes connaissances, être jugé plutôt sur ce que tu vas mettre en œuvre. Et en tout cas, ces inégalités m'ont profondément marqué. Donc, un, faut travailler. Deux, pourquoi tu fais tout ça? Et moi, le sens de mon engagement, c'est la petite lumière qui, quand c'est dur, je sais pourquoi je le fais et je suis très fidèle à ça. Tout ce que je fais, c'est dans l'idée vraiment de lutter contre les inégalités. Donc, quand j'ai des moments de doute, je me dis, mais tiens, tu fais pas pour toi, tu fais pour les autres. Donc voilà, le travail et pourquoi tu travailles. En gros, moi, je peux pas travailler avec le même engagement pour n'importe quel sujet et avec n'importe qui. Mais du coup, quand je choisis mes engagements, quand je choisis avec qui je travaille, après, je peux donner tout ce que je peux et ça me permet de faire mieux les choses, ça me permet de mieux tenir face à l'adversité. Ça me permet de donner du sens à ce que je fais, surtout le sens à ce qu'on fait. Moi, je vois tellement de gens qui font juste le minimum de ce qu'on leur demande. Mais non, tu fais le minimum de ce qu'on te demande et tu te regardes le soir dans la glace. À quoi t'as servi? N'importe quelle autre personne aurait pu faire ce que t'as fait? Bah non, c'est ridicule. Enfin, je trouve que c'est une sale image de soi. Et on est dans le service public. C'est-à-dire que on peut pas se couvrir dans le service public. Enfin, on a l'exigence de travailler pour les gens, pour ceux qui ont besoin de nous. Il y a plein de gens qui, sans le service public, ne pourraient pas s'en sortir tout seuls. Tout le monde n'est pas riche, tout le monde n'a pas l'argent, tout le monde n'a pas le réseau. Donc le service public, il sert à ceux qui n'ont rien. Donc à un moment donné, on ne peut pas juste faire un minimum son travail. Non, on a cet engagement de le faire bien, avec du sens, pour les gens. Voilà, donc ça me semble indispensable dans les politiques publiques. Et puis je pense que de façon générale, c'est quand même plus simple et plus valorisant, et on peut être plus fier de ça quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur et qui a du sens et qu'on essaie de faire au mieux, quoi. Merci pour ce conseil. On a l'impression que, à la limite, faire partie de l'administration, il faut être aussi convaincu, aussi politisé d'une certaine manière
que le cabinet, que les personnes qui sont en tout cas sur la détermination du cap avec l'élu. Et ça fait la parfaite transition avec une question spécifique pour toi qui a fait partie de cabinet. Comment on travaille bien avec l'administration et vice-versa? Comment l'administration peut bien travailler avec son cabinet? Tu as dû avoir quand même plus d'expériences de cabinet, peut-être des échecs avec certaines personnes dans l'administration, des réussites avec certaines personnes dans l'administration qui t'ont appris. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce que tout fonctionnaire sera amené forcément à travailler avec le cabinet ministériel, le cabinet d'un élu, et d'être dans cette position un petit peu de recevoir des commandes, de devoir traiter, de devoir apporter l'expertise à des personnes qui peut-être aussi parfois arrivent momentanément sur un poste de conseiller en cabinet et doivent s'appuyer sur l'expertise de l'administration. Que d'excellentes questions, mais tu sais, quand j'ai commencé en 2010, et maintenant ce que je fais en 2024, mais j'ai énormément changé. J'ai énormément appris de 2010 en 2024. Le premier conseil que j'ai eu en 2010, un tout premier par ma directrice de cabinet qui était assez extraordinaire, Chloé Mons, c'est, moi j'arrivais du Parti socialiste, j'arrivais avec un gros bagage politique, plus que d'ailleurs le cabinet et ma propre élue, donc peut-être image, alors que je ne l'étais pas, du jeune qui est avec les dents qui raye le parquet, alors que j'ai jamais été ambitieux de tout ça, mais c'est l'image que je pouvais donner. Et elle m'a dit, attention Boris, appuie-toi sur l'administration. C'est des gens très compétents à la ville de Paris. Ils ont beaucoup d'expérience. Donc, le cabinet fait peur, donc tu feras peur, mais sache qu'eux, ils connaissent leur travail, ils ont beaucoup d'expérience, donc écoute-le et appuie-toi sur eux. Je peux t'assurer que c'est un des meilleurs conseils, si ce n'est le meilleur qu'on m'ait donné pour l'arrivée à la ville de Paris. Et ça, je ne l'ai jamais lâché, ce conseil-là. Et je vois maintenant des jeunes qui arrivent, qui ne connaissent pas la ville, qui ont déjà des idées préconçues et qui vont interroger les gens de haut, alors que non. Ils viennent d'arriver, il y a de l'administration, il y a beaucoup de compétences. Donc écoute, avant quoi que ce soit, quand tu es en cabinet et que tu dois travailler avec l'administration, tu viens d'arriver, déjà, tu as une orientation, certes, c'est par exemple la campagne politique et le programme sur lequel vous avez été élu, mais avant tout, pour la mettre en œuvre, écoute ceux qui connaissent l'administration et ceux qui vont donner les leviers pour aller plus ou moins loin sur certaines choses, aller plus ou moins vite. Donc, premièrement, c'est l'écoute de l'administration. Et moi, quand je travaillais sur le sport et que j'allais voir le social ou la culture, avant d'imposer mes idées, c'est qu'est-ce que vous en pensez? C'est des questions ouvertes et c'est comment vous travaillez et comment on va travailler ensemble. Donc, modestie et écoute de l'autre. Après, en deuxième conseil, là, à l'inverse, côté administration, quand on a peur du politique, déjà, alors ce qui est impressionnant, mais vraiment impressionnant, c'est que moi, je connais le milieu politique, et là, je vois tous ceux qui n'ont jamais mis un pied en politique et qui ont une image très dégradée des cabinets. C'est triste à dire. Et je leur dis, mais attention, si vous saviez ce que c'est le travail de cabinet, tu as 10 000 sollicitations à la seconde, surtout à la ville de Paris. Tu as les sollicitations de l'usager, tu as les sollicitations des groupes politiques, tu as à gérer ton élu, etc. Donc, tu as énormément de sollicitations. Et ça, ils ne vous le disent pas, parce que c'est leur job à eux de gérer les milliards de demandes. Et après, par contre, ils ont l'obligation de leur élu ou de mettre en œuvre aussi les politiques. Donc, ce n'est pas eux qui font. Ils doivent, souvent, ils sont plus jeunes en plus. Et en plus, ils doivent piloter l'administration. Donc, ce n'est pas simple. Donc, attention, ils ont leur travail à eux. Donc, ne les critique pas. Je trouve ça débile dans l'administration de dire les politiques. Non, voilà, on travaille ensemble. On a besoin des cabinets, on a besoin de l'élu, autant qu'on a besoin de l'administration. Enfin, cette frontière est complètement catastrophique. Moi, je travaille bien parce que justement, il n'y a pas de frontière. Eux, ils ont la responsabilité, ils vont arbitrer, mais c'est nous qui faisons. Et on a besoin des uns et des autres. Donc, n'ayons pas peur. Enfin, surtout, il ne faut pas caricaturer la politique, comme le politique ne doit pas caricaturer l'administration. Et deuxièmement, après, il faut se donner les moyens de travailler bien ensemble. Et ça, je l'ai appris sur le tard, pour le coup. Je l'ai appris plutôt, d'ailleurs, quand je suis arrivé à la délégation générale au jeu, c'est vis-à-vis de la DJS. Avant, j'étais en cabinet et donc je devais faire passer un message. On avait un élu, Jean-François Martin, qui avait vraiment beaucoup de choses à dire et qui était passionnant, et une administration qu'on devait faire travailler. Donc j'avais plutôt une mauvaise image vis-à-vis de la DJS. J'étais le cabinet qui faisait beaucoup de travail. Côté administratif, tu vois, vis-à-vis des politiques, il ne faut pas les caricaturer. Par contre, il faut s'organiser avec eux. Et donc, s'organiser avec eux, c'est par exemple dire,
plutôt que d'avoir 30 commandes à la semaine, on va se donner un rendez-vous toutes les semaines. Et là, vous allez nous passer les commandes et vous nous laissez une semaine pour travailler. Voilà, la gouvernance, l'organisation avec le politique, c'est aussi à l'administration d'imposer ces moments de discussion. Parce qu'il y a le rythme de l'administration, il y a le rythme de la politique, c'est deux rythmes totalement différents. Donc pour que ces deux rythmes coïncident, il faut aussi que l'administration peut-être dise on se voit une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Ça servira le politique qui se dira voilà, j'ai un moment où je vais passer mes commandes. Je dirais que c'est plutôt ça, côté administratif, essayer de trouver comment coïncider les rythmes et comment avoir une gouvernance qui permet que chacun s'y retrouve. Gouvernance à laquelle tu faisais aussi référence dans la partie 2 avec ce partage d'informations au sein de l'administration, mais ça fonctionne aussi administration et cabinet bien sûr. Alors, dans la partie 1, normalement, je pose toujours une question à la fin. Là, cette fois-ci, exceptionnellement, je ne l'ai pas posée parce que c'était beaucoup trop fleuve et il y avait une sorte de chronologie quand même avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais, bien sûr, je n'y résiste pas. Une œuvre d'art, un film, un livre, une pièce de théâtre qui, selon toi, représente... Alors, ça peut être les Jeux Olympiques Paralympiques, ton action pour les Jeux Olympiques Paralympiques, mais aussi, en fait, parce que c'est quand même ton parcours, ce que représente l'expérience en cabinet, en politique. Pour le coup, moi, les Jeux Olympiques, c'est qu'un levier. Un levier, pourquoi ? De politique publique, pour mettre en œuvre des politiques publiques. Et franchement, il y a une série que je viens de regarder il n'y a pas longtemps qui je trouve vraiment fait plaisir et montre à quoi on sert dans le service public, à quoi servent des agents du service public qui sont motivés, qui ont des combats et qui ne lâchent pas. C'est D'argent et de sang de Xavier Giannoli. C'est un super réalisateur de films et là il s'est mis pour la première fois à la fiction. Et on a Vincent Lindon, c'est l'histoire des arnaqueurs à la prime carbone. Et on a un juriste, un magistrat qui les lâche pas. Qui lâchent pas les mecs et qui ont gagné des millions et des millions d'euros en trafiquant et qui les lâchent pas. Les règles doivent être les mêmes pour tous. Ça a des conséquences très néfastes pour les budgets des Français, pour les finances publiques. Et voilà, des agents du service public qui ne lâchent rien dans l'intérêt public, qui prennent des risques aussi pour leur propre vie. Voilà, je trouve ça extrêmement valorisant pour le métier de la fonction publique. Ça, c'est mon œuvre artistique, et comme tu m'as demandé aussi un conseil de lecture, évidemment, là c'est plus personnel, c'est un livre qui m'a donné envie d'être moi-même, c'est Le Gai Savoir de Nietzsche. On parle beaucoup de Zarathustra, mais voilà, je vous invite à lire aussi Le Gai Savoir. Il y a tout dans le titre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être juste rationnel, il faut être aussi émotionnel. Rationnel, c'est la question du savoir et c'est pour vous qui devez aussi passer des concours, mais il y a aussi ce qui nous anime au plus profond de soi. La gaieté, c'est un sentiment, c'est ça qu'a voulu dire Nietzsche, en gros faire de sa vie une œuvre d'art. Waouh, on ne peut pas mieux finir cet épisode avec beaucoup de références aussi à tout ce que tu viens de nous dire sur le sens et bien sûr sur ce qui nous anime. Un mot de la fin ? C'est aussi de se faire plaisir dans la vie professionnelle, d'être sincère et d'être fier de ce qu'on fait dans le boulot. Si on est fier de ce qu'on fait, je pense qu'on fera du bon boulot pour les autres. Super, merci Boris pour cet échange très instructif. Et bien sûr, on pensera à toi quand on regardera les Jeux Olympiques et Paralympiques et l'héritage de ces Jeux à Paris et dans la France. Merci à toi Boris. Ciao, merci David. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez continuer l'écoute avec l'épisode de Manon Jeunesse, côté athlète en préparation pour les Jeux, spécialiste du saut en longueur et chargé de prévention des risques au ministère des Armées. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux et me soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, et surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.